À ce moment de l'histoire, Guts et son groupe sont arrivés sur l'île de Skellig où Danan, le roi des pétales volantes, va pouvoir aider Shirk et Farnèse à entrer dans le couloir des rêves de Casca pour tenter de lui rendre la raison. Guts ne peut pas les accompagner car il effraie Casca et il va devoir confier le processus de guérison à ses compagnons de confiance. Danan, qu'est-ce que le couloir des rêves? Comme son nom l'indique, il va vous permettre de pénétrer dans les rêves de cette jeune femme. Ce rituel consiste à aller au fond de son cœur et à y décrypter les événements qui y sont gravés pour trouver la solution. Et en sommes-nous capables? Je vous guiderai. C'est le même principe qu'un sort pour se rendre au cœur du monde astral. Toi et moi avons un corps de lumière, donc pas de soucis. Gardez une chose à l'esprit, je vous prie. Bien que les rêves fassent partie du monde astral, les lois qui les régissent sont issues des idées du rêveur. Et la première priorité est de les identifier. Voici le lieu du rituel. On pourrait l'appeler le lit des champignons magiques. Ils vont tous inviter au rêve, grâce au pouvoir spirituel qu'ils ont absorbé dans les racines du cerisier. Détendez-vous, respirez lentement, inspirez l'espoir, et allez. En voyageant dans le couloir des rêves, recueillez les symboles et les signes, de souvenirs oubliés comme inoubliables et de pensées enfouies qui y sont gravés. Harmless monster with flowers in your hair by the roadside in the night time. I'm hardly even there. Le voyage onirique va s'étendre sur les 9 chapitres répartis sur les tomes 39 et 40. Et ce qui va m'intéresser ici, ce sont avant tout les mises en scène de la magie, et non les différents moments de combat qui vont aussi rythmer ces longues séquences. Cette vidéo fait suite à celle où j'ai analysé des scènes des tomes 25 et 31, et du coup, même si ce n'est pas obligé de l'avoir vu, je vais y faire référence. Le découpage de Miura étant cohérent de tome en tome, tout en évoluant. Du coup, Danan a amené le trio se coucher sur le lit des champignons magiques pour qu'elles s'y endorment en respirant leur sport. Les paupières de Shirk commencent à se fermer, et on ne sait pas si elles rapetissent réellement ou bien si c'est une hallucination due au sport des champignons. L'idée du rapetissement et de plongée est également montrée sur la gauche, via les 3 personnages qui sont montrés de plus en plus petits dans l'ordre de lecture. Une image fixe mais dont la logique de la BD permet également d'y voir l'évolution progressive d'une même action. On continue également l'idée de dézoom par la disposition des chapeaux de champignons qui, par leur forme ronde, peuvent sembler dans le même temps prolonger l'éloignement des bulles et donc d'une parole qui s'évanouit de plus en plus. On voit aussi que l'on est de nouveau dans une logique similaire des autres introductions de plongée dans le monde astral, avec une grande illustration introduite par un plus petit groupe de cases qui s'agrandissent, même si ce dernier aspect est plus discret ici que ce qu'on a vu auparavant. On retrouve également le sens de lecture descendant, induit par le strip vertical qui montre en plus ici un dézoom, plusieurs effets qui viennent renforcer l'impression de plongée, mais aussi d'évanouissement. Et puis, sur la grande image juste à côté, la composition va appuyer sur le sentiment d'avoir le tournis, par le motif des ronds qui se répètent, par la disposition des personnages, ainsi que celle des bulles de monologue de Flora, qui, telle la parole hypnotisante d'une chamane, les accompagne dans leur trip. Et puis, finalement, si on y fait attention, en fin de composition de la narration de cette double page, on peut avoir notre œil attiré tout en bas à gauche, où le pied du champignon continue l'idée de spirale et d'éloignement, toujours dans cette idée de tournis, et qui rappelle aussi un chapeau de sorcière, et donc la forme de lien qu'ont les corps de lumière envers leur corps physique, et donc de la jonction entre deux mondes, ce que fait également penser la lanière du sac de Shirk qu'elle a posé derrière sa tête pour s'en faire un oreiller. C'est intéressant de différencier la fin de la composition d'une page et celle de la fin de la lecture de celle-ci, qui ne sont pas forcément la même chose. Même si on peut prendre en compte cette spirale dans notre lecture, ce qui est donc optionnel, on ne le fait pas forcément à la fin de la lecture, car on peut la repérer avant d'avoir lu et détaillé le reste de la page. Cette spirale a donc une fonction de conclusion, que l'on peut prendre en compte comme telle dans son propos, mais sans qu'elle ne soit effectivement la conclusion de notre processus de lecture. La compréhension d'une BD se fait aussi à un niveau non linéaire, notamment dû à notre œil au regard erratique. Ensuite, sur les 7 dernières pages de ce chapitre, le fond de la page sera altéré avec différents motifs, ce qui marque bien l'immersion et la présence totale d'un monde altéré et personnel à chacun des 3 personnages. On commence avec le monde onirique de Shirk, car elle est la plus compétente du trio et elle va donc se rendre compte la première du lieu où elle se situe pour prendre ensuite les devants. Et comme elle est la première, la transition narrative graphique va être davantage marquée pour bien nous accompagner dans cette nouvelle dimension. On voit ici l'ouverture progressive d'une case blanche et lumineuse depuis en haut à droite de la page, qui est comme une ouverture, une porte vers ce nouveau monde que l'on peut aussi rattaché au fond blanc classique des pages qui précédaient, ou encore à la réouverture progressive des yeux de Shirk jusque-là clos. La fermeture puis réouverture des yeux est quelque chose de récurrent lorsqu'un personnage s'immerge dans le monde astral, voire même pour s'immerger à un niveau plus profond que celui qu'il avait déjà atteint. On se ferme d'une réalité pour mieux entrer dans le monde des esprits. Le lien avec la double page précédente se prolonge par la mise en page atypique et flottante, et aussi par l'idée de plongée qui continue, qui ici s'opère par l'ordre de lecture des strips majoritairement composés d'une seule case, ce qui renforce la cadence de lecture de la descente des pages, dont l'insistance va continuer jusqu'à la fin de ce chapitre pour nous maintenir dans une même immersion, en partie dans un même sentiment de lecture.
Du coup, sur cette page, Shirk mange en cachette un pot de miel et la dernière vignette de la page se termine sans case, directement sur le fond au moment où elle va être interrompue. Une évolution graphique qui accompagne l'évolution de la narration. On voit ici un Isidro en singe qui débarque depuis cet espace abstrait, de nouveau comme un œil qui s'ouvre, motif que l'on retrouve également sur la page de gauche avec le dessin de la roue de feu qui avait été invoqué dans le tome 31 et qui met en place cette idée d'incarnation de souvenirs. Sur cette double page, Shirk n'a pas encore pris conscience qu'elle est dans un rêve, et après le dessin sur ses yeux qui se réouvrent, le dessin est uniquement réalisé sous un trait et un style qui est celui habituellement dédié au moment humoristique, qui accentue l'idée d'absurdité, et qui, ici, n'est pas juste une cassure graphique accompagnant une cassure de ton comme lors d'une blague de Puck, mais qui est au contraire à présent exclusif, et qui est donc propice à nous faire accepter une immersion totale dans une séquence onirique, légère et décalée. Le ton décalé est aussi amené par le dernier strip aux cases plus ou moins jumelles, où on va voir l'utilisation d'un dessin copié-collé, qui, à ma connaissance, est la seule dans toute la série, ou du moins est extrêmement rare. Une répétition atypique et étrange, aussi bien dans le contexte de Berserk en soi que dans l'immersion temporelle qui s'en dégage, notamment à cause de cette répétition étrange de la bulle. Ensuite, on tourne la page et Shirk se rend compte qu'elle rêvait, ce qui lui remet en conscience sa mission, et le trajet de pétales de rose amené par l'aide du roi des fées donne, en plus de celle des cases, une indication supplémentaire de direction dans la lecture. Là où les cases peinent à se réorganiser, le trajet des pétales va quant à lui tout droit de la direction de la fin de la page, et elles remplissent donc bien leur rôle de guide. Pour renforcer cette idée d'aide venant d'une autre dimension, les pétales sont superposés à la fois sur le fond de la page et sur les cases. On voit aussi de quelle manière la tentative de rester collé dans son rêve et dans son absurdité est de nouveau amenée par l'idée de dessin copier-coller, amenée par Isidro, qui va, à travers l'obsession du miel et le trajet de lecture, distraire Shirk dans un détour par rapport au trajet des pétales. A noter qu'il s'agit bien d'un strict copier-coller, ce qui renforce ici l'impression d'étrangeté, comparé à si le dessin avait été redessiné entièrement 2 fois, et donc avec de légères différences. On conclut donc cette première séquence de la même manière qu'elle avait commencé, par l'ouverture d'une case blanche et lumineuse. On peut y voir la case comme une incarnation concrète de sa symbolique dans les bandes dessinées. Une avancée, une ouverture vers un autre espace. C'est d'ailleurs intéressant que la forme de la porte dont le haut est arrondi ne corresponde pas à la forme de l'ouverture blanche à la fin de la page, qui elle a vraiment une forme de case. Ensuite, le monde onirique de Farnèse est montré sur la page de gauche. Les deux séquences au fond distincts sont bien séparées sur 2 pages différentes pour les laisser toutes deux exprimer leur personnalité graphique et aussi l'idée de 2 mondes bien à part l'un de l'autre, tout en opérant bien la transition en gardant un vis-à-vis entre les 2 séquences. On voit de quelle manière l'espace des pages est utilisé pour tenir à la fois un propos et une cohérence narrative et de lecture. Toujours dans cette idée, on commence et termine le passage de Shirk avec la case blanche lumineuse symbolisant une ouverture, et puis le relais est pris par l'espace du rêve de Farnèse qui est baigné de lumière, ce qui apporte donc une nouvelle dimension et cohérence à cette transition graphique. On retrouve donc Farnèse en plein travail, doublement cernée des vêtements qu'elle a nettoyés, car même le fond est rempli des vêtements pendus qui semblent voler. Une image très onirique et qui constitue donc comme une sorte de socle de base de son monde intérieur. Dans son rêve, elle remplit donc son rôle habituel de soutien dans une pénitence qui s'épuise à prendre soin de ceux qui l'entourent et qui carbure à la reconnaissance d'autrui. On voit aussi cette même idée d'action obsédante, comme pour Shirk qui était incité à rester concentré sur le miel et qui renforce donc le concept d'être pris dans une boucle sans fin, un piège qui tente de retenir la pensée. Sur la page d'après, comme pour Shirk auparavant, on a de nouveau un strip de 2 cases jumelles qui copie-colle en partie le dessin d'une à l'autre. Et donc la mise en page n'est plus composée uniquement d'une case par strip et va par le même coup un peu moins inciter à renforcer l'idée de descente. Cela va alors être surtout pris en charge par le trajet des pétales, qui est de nouveau disposé dans le même angle et qui traverse toute la page, où à sa fin, les cases ont disparu et c'est bien les pétales qui donnent une direction dans cet espace du fond incarné mais abstrait et qui ne semble pas avoir de logique géographique. On voit que par la symbolique des cases, Shirk arrive à sortir littéralement Farnèse de son rêve. Elle est dans la maîtrise et la pleine conscience du monde où elle évolue. Comme pour les cases jumelles, c'est intéressant de voir la répétition de mise en page entre les séquences de Shirk et de Farnèse, qui peut donc renforcer le propos de la boucle et le fait qu'on soit face à 2 scènes très similaires. Ensuite, on arrive dans le monde onirique de Casca, toujours sur une page bien isolée et au vis-à-vis d'un autre rêve, ce qui amène aussi une idée de contraste et de comparaison entre les 2 mondes. On a à présent dans son espace mental la manière dont elle se représente le monde par un dessin naïf, des paroles inintelligibles et des contours de cases instables. Même les pétales sont dessinés de manière plus brute, et Casca, attirée par elle, va commencer à les suivre d'elle-même. On voit aussi alors les pétales à l'intérieur des cases de son rêve, dans une ouverture à l'intérieur de l'ouverture qu'est déjà la case en soi, et donc d'une nouvelle couche de profondeur de rêve vers laquelle s'enfoncer. Le fait que ces pétales amènent une idée stable et structurante à suivre est aussi montré par les cases qui deviennent de moins en moins ondulantes à mesure qu'on avance sur la page.
On continue le principe de fin de page qui accompagne l'idée de plongée et de transition, avec Casca et les deux autres qui suivent les pétales dans une série de cases horizontales qui rapetissent et s'éloignent de plus en plus jusqu'à l'extrémité de la page pour en fin de compte n'être plus qu'une case blanche, une ouverture vers un autre monde. Ensuite, on a la dernière page du chapitre où on nous montre, sur une page cette fois-ci totalement isolée des autres séquences de rêve, le plus profond et sombre lieu de l'inconscient de Casca. On a de nouveau ici un renouvellement du raccordement graphique avec les cases de transition qui terminaient par une longue case blanche de la page précédente et qui est ici mis en lien avec l'ouverture blanche dans le fond noir nuageux. On a commencé la séquence de rêve avec Shirk qui réouvrait ses yeux, et à présent on a également l'impression d'une paupière qui s'est fermée puis réouverte dans un autre monde, ce qui est donc très cohérent avec ce qu'on a vu jusqu'à présent de la représentation de la magie. Autre point à noter, dû aux pages précédentes qui avaient chacune des fonds expressifs et elles aussi ponctuées de pétales placés dans cet angle diagonal, on peut voir dans cette grande image à la fois un fond de page sans case, mais aussi une illustration pleine page. Deux contextes différents qui donnent à cette image une autre réalité. Et le fait que les pétales nous dirigeaient constamment vers le bas, vu qu'ici on a une vue totale sur le ciel, ces pétales semblent à présent être à la fois au-dessus de notre regard tout en continuant la descente vers ce trou noir. Quoi qu'il en soit, on a bien ici une immersion complète dans ce nouveau monde sombre et angoissant, qui nous isole, nous fait face et nous regarde. Le fond est ici devenu noir opaque, ce qui est l'utilisation courante qu'en fait Miura pour marquer des ambiances lors de certains moments de son récit, mais aussi, comme on l'a vu, pour marquer des moments de rêve et aussi le monde astral. Le fond noir nous accompagnera tout le long de cette longue séquence introspective, et comme je l'ai dit, sa présence est d'autant plus forte qu'elle s'inscrit dans la continuité narrative des différents fonds de page que l'on a vu juste avant et qui représentaient la mentalité du personnage. Tapis sous un monde enfantin, au plus profond de l'inconscient de Casca, le cauchemar après tout l'espace. On reprend donc avec le chapitre suivant, toujours dans le tome 39. Il est introduit en étant séparé du chapitre précédent qui se terminait pourtant avec une seule page. Que cela soit totalement un choix de Miura ou une contrainte du magazine qui publiait Berserk, on oublie souvent la prouesse que c'est pour ces auteurs et autrices de magazines de prépublication de réussir à rythmer et tenir leur récit en tenant compte de la division par épisode et par tome. Ici, on reprend donc l'histoire vis-à-vis d'une page noire contenant le nom du chapitre, comme c'est régulièrement utilisé dans la série. Mais en plus, ici, cette page est cohérente avec le fond noir permanent de cette nouvelle séquence de rêve, et il peut également donner l'impression d'être le début du dézoom sur le soleil noir qui se fait sur la page de gauche. Ce dézoom en 3 grandes cases verticales prend aussi en charge le relais par rapport à la fin du chapitre précédent, qui montrait ce soleil en très grand sur une image pleine et donc déjà dans un grand format vertical. Le fait de montrer un plan dans une grande image, puis d'utiliser une mise en page divisée dans sa largeur pour mettre en scène son dézoom progressif, est bien pensé et instinctif. Ensuite, on tourne la page et le relais graphique et narratif est pris en charge par une nouvelle case de cette même forme, avec sur la gauche une grande image occupant les 2 pages à la fois, qui accueille bien le panorama plus global du lieu qui a donc été amené progressivement. Du coup, pour revenir au décor, ce soleil noir qui avait été introduit comme une paupière qui s'ouvre peut donner à présent l'impression d'une sorte d'œil de Sauron, un regard maléfique surplombant, fixe, oppressant, qui ne nous lâche jamais. Une éclipse de Sabbath qui ne s'est jamais vraiment terminée pour Casca et qui a laissé un trou abyssal en elle. Le voyage commence donc dans une sorte de grande plaine aride, une étendue de lambeaux ressemblant à un purgatoire, et peut-être aussi au lac où s'est déclenché le sabbat. Dans ce lieu mort, les personnages vont continuer de suivre les pétales, littéralement à la poursuite d'un signe de vie. Un point important est qu'à présent que le lieu final de la quête de Shirk, de Farnèse et de Casca est posé, que le décor est installé, la mise en page de Miura va reprendre son cours plus classique, c'est-à-dire avec davantage de variations et ne plus constamment insister sur l'idée de plongée ou de balade dans un monde totalement abstrait. Bien sûr, on le verra, ce sera aussi pour valoriser d'autres mises en page atypiques. Comme c'est le monde du rêve, tout au long du périple, on va voir l'incarnation de symboles et de métaphores qui nous offrent des images vraiment très puissantes. Au début du trajet, les ennemis sont des monstres d'ombre qui surgissent en groupe, qui est la malédiction que subissent chaque nuit Casca et Guts depuis qu'ils ont été marqués. Un espace mental d'insomnie permanente, de démons intérieurs comme extérieurs qui nous poursuivent tard la nuit et nous privent de sommeil. L'introspection dans une nuit éternelle qui ne nous laisse jamais en paix. Dans le monde du rêve, comme c'est l'inconscient de Casca qui donne forme à ces monstres et à leur intention, on peut y voir le traumatisme qui tente d'empêcher d'être surmonté, mais aussi la part de volonté de Casca de ne pas vouloir être guéri et de plutôt rester dans son état présent, qui la protège d'une certaine manière, ce qui est donc une mise en garde qu'avait donné le chevalier squelette à Guts. Autre point sur le visuel, pendant tout ce passage, je trouve que l'utilisation du gris se fait aussi ressentir différemment que dans le reste de la série. Déjà de par le style de dessin de Miura qui a changé, notamment depuis qu'il a commencé à dessiner à la tablette graphique, mais aussi du fait de la couverture du tome 40, qui suggère que cette part d'inconscient de Casca est concrètement juste en nuance de gris. Dans cette séquence, le gris des pages s'est donc lui aussi matérialisé. Le contexte du gris ou du noir et blanc est important dans le ressenti que l'on peut en avoir et va jouer sur nos perceptions, comme par exemple dans cette BD de Philip Forster dont j'ai déjà parlé, qui est un auteur réputé pour son dessin en noir et blanc. Ici, on se situe dans un monde où est resté figé dans le temps une explosion atomique. Du coup, cela donne l'impression que le classique noir et blanc très tranché de l'auteur représente l'éclairage angoissant et omniprésent de l'énorme explosion. En soi, le noir et blanc reste le même que dans ses autres BD, c'est le contexte
contexte qui a changé et donc notre regard dessus. De la même manière, le soleil noir de la conscience de Casca éclaire ce monde dans une lumière sans couleur. L'objectif à atteindre est donc cette montagne hérissée d'aiguilles qui apparaît au loin. Comme le dira Danan à la sortie du couloir des rêves, même s'il ne s'est passé qu'une seule journée dans le monde physique, les personnages vont sans doute passer plusieurs années à parcourir l'inconscient de Casca. En rêve, espace et distance ne sont que des symboles. La guérison de Casca va prendre du temps, et plus elle ira vers la guérison, plus ces personnages approcheront de la montagne. Shirk et Farnès sont donc dans un premier temps à la recherche de signes pouvant les aider. Et ce premier signe, symbole qui vient à eux, est la représentation de Guts dans ce monde. Un chien mutilé, traînant péniblement un cercueil, auquel il est rattaché par une laisse, une chaîne, comme un prisonnier. La symbolique habituelle de Guts en un loup sauvage prend ici une nouvelle dimension. Plus triste, plus fragile, celle d'un chien dont l'infidélité prend le dessus sur tout le reste. Directement après cette rencontre, le groupe se fait attaquer par des sortes de chauves-souris, et après les avoir vaincus, on va voir l'intérieur du cercueil, qui commence à être ouvert en fin de page pour préparer l'effet de surprise graphique sur la grande image qui suit au tournant la page. On voit que le fond noir, outre le fait de nous maintenir dans un même lieu et une ambiance oppressante, va également servir ici pour valoriser de nouveaux types de compositions, comme ici, où il se mélange avec l'intérieur du cercueil. On va ensuite retrouver la même idée dans une seconde couche de profondeur, à l'intérieur même du cercueil, cette fois-ci en deux temps, où après avoir montré une vue qui donne sur l'ouverture fracturée de la poupée, avec la gauche de l'image tout en noir, la mise en scène évolue en suggérant cette fois-ci cette forme directement dans le noir de la page. Le fait d'utiliser à nouveau cette mise en scène mais en y insérant avant une variante plus discrète ainsi que plusieurs pages de décalage évite au lecteur l'impression de répétition pour plutôt nous y faire voir une évolution. Cette utilisation du fond noir est un bon moyen pour faire doublement ressentir les ténèbres oppressantes dans lesquelles vit la Casca miniature. Cela renforce le côté inception de tout ce passage du couloir des rêves. On se balade entre plusieurs rêves, puis on rentre plus profondément dans l'un d'eux, et dans cette nouvelle profondeur de rêve au fond noir, on voit encore d'autres mondes intérieurs également cernés de noir, pour en fin de compte y trouver une identité cachée et ensevelie au plus profond de l'esprit. La petite Casca muette et enfantine est tout ce qui lui reste de conscience, de pouvoir d'expression. Ce personnage qui ne tient pas en place comme la Casca du monde physique sera notamment renforcé dans cet aspect de sa personnalité par le fait de la représenter plusieurs fois dans une case. C'est un moyen très BDesque de donner de la personnalité à un personnage, tout en lui donnant un aspect plus cartoonesque qui va bien avec son visuel. Elle est comme un condensé, une exagération de qui elle est actuellement dans le monde physique. Dans ce monde de cauchemar, on va donc beaucoup retrouver l'idée d'êtres qui sont brisés. D'un côté, Guts sous sa forme de chien sans prothèse avec l'un de ses yeux béants, et de l'autre la poupée de Casca et la quête des fragments pour la réparer. Surmonter un traumatisme, comment faire sa vie après avoir été cassé en 1000 morceaux, est une des grandes et puissantes thématiques de Berserk. Du coup, le groupe va continuer de suivre les pétales et récupérer un à un les fragments pour reconstituer la poupée brisée, à partir de souvenirs chers à Casca. Shirk va déclencher l'apparition des souvenirs en donnant un coup de bâton sur différents objets clés. Cette méthode peut rappeler ce moment lorsqu'elle s'était faite emporter par l'esprit de l'eau et que c'était le coup de bâton déclenchant un souvenir de Korra qui lui avait permis de retrouver forme et personnalité. Le coup de bâton pour structurer son esprit en perdition. Pendant l'apparition de ces souvenirs, comme elles sont déjà littéralement dans la tête de Casca, les deux sorcières vont voir à travers ses yeux, dans une vue un peu paradoxale, à la fois extérieure et à la fois à la première personne, et ressentir en même temps qu'elle le souvenir qui est revécu. Lors des deux premiers souvenirs, le duo va être mis en scène de telle manière à nous faire comprendre sans ambiguïté le principe d'immersion complète dans les souvenirs. Pour cela, on les place directement dans certaines cases de la scène du souvenir revécu. Et toujours pour renforcer le propos de l'immersion, à un moment, on nous montre également la pensée de Casca, je vais mourir, qui est placée et dessinée de telle manière qu'on peut la relier à plusieurs personnages à la fois. Les deux premiers souvenirs sont utilisés à deux moments clés de la gestion des pages. Le premier est à la fin de l'avant-dernier chapitre, et le second introduit le dernier chapitre du livre. Ils ont tous deux une narration qui se répète en partie, donc par le principe des cases d'immersion, et aussi par la forme de l'emplacement de leur case de conclusion, qui est très similaire, et qui montre le fragment de la poupée récupérée dans lequel s'est matérialisé le souvenir. C'est une case que l'on retrouvera également de la suite du chapitre, cette fois-ci avec de légères variations. Cette manière de relier par la mise en scène les deux premiers souvenirs est un bon moyen de rejoindre la narration entre les deux chapitres. C'est également un moyen de commencer à introduire le principe de répétition, qui va être important pour toute cette fin de tome 39, où on va entrer dans une sorte de routine de récupération de souvenirs. Le groupe va voyager à travers la plaine en affrontant des monstres et puis, à chaque fois, récupérer un nouveau fragment. On va donc être dans un schéma narratif qui va globalement se répéter, et du coup, comme on va le voir, la mise en page, pour aller dans ce sens, va également en partie se répéter. Maintenant que la mise en scène où tout se mélange et qui insiste très clairement sur l'idée d'immersion a été faite, que le lecteur a bien intégré le concept, pour le reste du chapitre, Miura peut continuer de raconter d'autres souvenirs en se permettant de changer le schéma de sa narration visuelle. Cela va se faire principalement par l'utilisation de la très classique division progressive de la case pour marquer une transition. Il va donc mettre en place ce nouveau schéma de répétition qui va être plus voyant, durer
plus longtemps et qui va donc encore davantage appuyer sur l'idée de routine. C'est tout d'abord introduit dans la conclusion de la double page où avait été raconté le second souvenir exploré, pour ainsi amener ce changement de manière progressive. Pour toute cette partie, cette mise en scène de transition va être utilisée au début et ou en fin de page. Quand c'est pour introduire une scène, on agrandit progressivement la taille de la case, et quand c'est pour conclure une scène, on la rétrécit de plus en plus. Même si dans la majorité des cas de ces transitions, on voit aussi l'image qui est divisée dans une idée d'image panoramique qui se prolonge à travers plusieurs cases, quand je parle de division de cases, je parle en fait avant tout de sa forme. Je préfère préciser cela car cette transition visuelle peut aussi être plus abstraite, en utilisant par exemple un fond opaque ou encore un dégradé progressif dans les cases, qui peut alors accompagner l'idée d'un fondu au noir. Sachant aussi que le fond opaque peut être celui d'un panoramique, comme par exemple par l'utilisation d'un ciel blanc. Mais bref, même dans ces différents cas plus abstraits, on comprend de manière très intuitive le propos de base de ce visuel, qui est donc d'opérer une transition. On peut se dire que l'énorme insistance sur l'utilisation de la division de cases pour marquer une transition était assez optionnelle, la séparation des scènes sur des pages différentes et la logique narrative de routine répétée étant suffisamment claire pour que l'on puisse s'en passer. Et même si c'est une mise en scène courante dans les pages de Miura, elle est utilisée de manière plus rare, de manière plus organique au propos de la narration et avec plus de variantes. Et il sait aussi d'ailleurs très bien se passer de cette mise en scène de transition quand il le souhaite, pour plutôt laisser le lecteur dans une compréhension de la narration qu'il doit réaliser davantage par lui-même, mais qui peut alors dans le même temps lui ajouter de la charge mentale. Le principe de vouloir une mise en scène épurée quand elle peut l'être, dans une idée d'élégance, est quelque chose de bien sûr très subjectif, et si on peut trouver cette surinsistance presque grossière, elle est avant tout très inhabituelle dans le découpage de Berserk. Pour moi, cette répétition marquante, utilisée de manière vraiment très appuyée sur un seul chapitre, apporte une impression de lecture décalée, de rythme étrange. Donc, contrairement à son propos plus classique de pure mécanique de transition de scène, je trouve qu'ici, son but principal est ailleurs, qui est plus de l'ordre du sensoriel. D'ailleurs, quand on rêve, on a nous aussi pu expérimenter une avancée temporelle et spatiale bizarre dans les événements que l'on y vit, d'une avancée elliptique qui va jouer sur nos sensations. On a donc ici une progression marquée de manière étrange, car elle se déroule dans un espace abstrait et une temporalité abstraite. Dernier point dessus, il y a également d'autres moyens de rappeler la segmentation pour marquer une fin de séquence, comme ici avec le monologue descendant de Farnèse qui est présenté d'abord avec 2 bulles, et puis 3 bulles qui se terminent en fin de page sur la plus petite du groupe, et donc dans une division qui diminue de plus en plus leur taille. Maintenant que tout ça est dit, on va voir à présent l'autre changement important qu'il y a eu dans la mise en scène. On avait vu que dans les 2 premiers souvenirs qui avaient été montrés, les 2 sorcières étaient à la fois montrées dans des cases à part du souvenir, mais aussi beaucoup montrées immergées directement de la case du souvenir, et donc de manière très appuyée. À présent, pour ce qui est des souvenirs, on va uniquement montrer Shirk et Farnèse dans des cases extérieures, mais qui sont tout de même superposées à ces cases qu'elles observent pour garder le principe de l'immersion. À présent, si on les voit dans un décor, c'est que c'est une case où elles se situent dans la plaine aride du rêve. Cette mise en place d'une règle narrative visuelle simple va permettre d'appuyer avec plus de clarté sur la mise en scène d'alternement, voire d'aller-retour dans la lecture, entre le souvenir et la réaction des spectatrices. Dans les BD, les différents morceaux d'une scène sont disposés dans un espace commun, ce qui permet donc de les appréhender aussi plus globalement, à une plus grande échelle. Par exemple, ici, on nous montre un souvenir différent sur chacune des 2 pages, qui sont assez longs dans ce qu'ils racontent dans une narration très elliptique. Dans le même temps, on a une autre narration qui se fait, plus directe, par le personnage de Farnèse qui réagit et réfléchit à ce qu'elle ressent. Ces cases séparées et très identifiables, ainsi que ce format de bulle qui lui est exclusif, nous permettent de bien prendre en compte sa réflexion continue qui s'étend sur toute la double page, et ce, même si on a les séquences de souvenirs qui s'y alternent. On a donc ici 2 écoulements temporels et narratifs très différents, qui sont à la fois séparés et unis. Pour encore davantage différencier les 2 types de séquences, on voit qu'elles ont chacune un format dédié, qui leur est presque exclusif. Shirk et Farnèse sont dans des cases verticales, et les souvenirs sont dans des cases horizontales. Les exceptions à cette utilisation du format sont d'abord les cases jumelles d'introduction, qui sont donc dans cette idée de répétition, où les personnages ne sont pas encore entrés dans le souvenir et dont le format très long des cases situées tout en haut est bien pour introduire une page et aussi pour les mettre un peu à part du reste de la narration. Et puis, à un autre moment clé semblable, il y a aussi la fin de la première page dont les cases verticales découpées rejoignent celles de Farnèse et vont mettre en place le fameux schéma pour faire une transition de fin. Et puis enfin, il y a cette case où l'exception se justifie moins, hormis peut-être dans l'idée d'avoir eu besoin d'elle pour son aspect pratique de petite case qui sert de lien pour 2 plus grandes, et dont on a adapté le format au dessin qu'elle devait contenir. On voit d'ailleurs que cette case a été bien séparée de celle de Farnèse pour éviter une potentielle confusion. Mais bref, toute cette utilisation de 2 séquences visuellement distinctes qui permet de mettre en place 2 narrations à la fois mélangées et qui s'alternent est quelque chose que l'on avait aussi pu voir dans ma vidéo du combat contre Zod, où c'était le regard des 2 adversaires qui avaient un format de case qui lui était dédié et qui évoluait progressivement
progressivement en même temps que le reste de la mise en scène. On a donc ici un type de découpage qui fait partie de l'arsenal de Miura pour raconter certaines de ces scènes. Voici un autre exemple concret pour montrer ce que cette mise en scène d'alternement à la fois linéaire et non linéaire permet de faire. Ici, la page est composée de telle manière à bien nous faire ressentir l'idée de hauteur. Sur base de cela, dans le dernier strip, on va pouvoir accentuer l'impression de chute qui y est racontée, grâce au trajet descendant de la lecture qui s'enchaîne par beaucoup de cases. Sur la droite de ce strip, on voit une longue case où est dessiné Shirk et Farnèse, qui, grâce à leur positionnement dans la page, regardent toute la scène tout en ressentant sa descente. Descente qui était d'ailleurs déjà installée plus discrètement dans la première série de cases de cette page. Même quand on lit la chute de Casca, on peut garder dans notre regard périphérique la case des deux sorcières, qui nous accompagne donc dans notre lecture. Le fait que cette case soit muette, tout comme la fin du strip vertical, fait qu'on peut ne pas la considérer comme une case à part, car on ne doit pas s'y attarder spécifiquement pendant notre lecture, et ainsi plutôt la voir comme une case accompagnatrice. Pour revenir à une analyse de mise en page à un niveau plus macro, pendant une bonne partie du chapitre, jusqu'au moment de la scène d'interruption que l'on détaillera plus tard, plus on progresse, plus les pages de souvenirs vont être montrées par une mise en scène de cases flottantes, qui peuvent rappeler les séquences des rêves de Shirk, Farnèse et Casca du début du couloir des rêves. Cela donne un sentiment d'évolution qui casse en partie la routine, et peut-être aussi d'immersion de plus en plus grande dans la logique onirique, surtout dans ces 3 pages d'affilée où on ne passe plus du tout par le décor, pour plutôt voyager directement de souvenir en souvenir, qui va montrer l'idée de plonger toujours de plus en plus profonde dans les souvenirs de Casca, tout en sachant que les personnages avancent dans le même temps en ligne droite dans le décor pour se diriger vers la montagne, un déplacement à la fois dans l'espace abstrait symbolique et dans l'espace matérialisé du rêve. Autre point, on voit également que les 2 pages consacrées à leur avancée de la plaine sont extrêmement similaires dans leur composition. De plus, elles sont placées à des moments particuliers. La première, juste avant la série de 3 pages uniquement consacrées aux souvenirs, et juste après, la seconde, également placée sur la page de droite et donc dans un vis-à-vis qui amène plus doucement le changement qui vient sur la gauche, est placée juste avant le souvenir qui va amener une rupture dans la narration de répétition. Ces 2 pages sont une manière de marquer et rythmer 2 différentes séquences importantes qui se suivent et qui marquent à chaque fois une évolution de le récit, qui va vers un pic d'intensité. On continue donc également de voir de manière marquée la thématique de répétition, de tâches que l'on effectue en boucle, qui, dans le fond, avait été introduit dès le début du couloir des rêves avec Shirk et Farnèse, elle-même prise dans une boucle de laquelle il fallait sortir, mais qui était alors une tâche bien moins laborieuse à opérer. La symbolique d'un cycle qu'il faut briser pour arrêter de tourner en rond, pour ainsi plutôt recommencer à progresser. Tout ce processus de lecture et de mise en page bien installé va donc être en partie interrompu, logiquement lors de l'arrivée du dernier souvenir montré en détail dans ce tome, qui sera notamment valorisé par une grande image. Cette scène est la suite de la page où chutait Casca, dans un strip muet descendant. Elle avait été rattrapée par Guts tout en bas de la page pour marquer sa conclusion, et qui accentue aussi le fait que ça s'est joué à peu de choses. Cette dernière image est montrée dans une case verticale, qui va servir de relais pour la page suivante, introduite par des cases elles aussi verticales, sans texte et descendantes, ce qui accentue sa continuité directe. Dans ces cases d'introduction, on est de nouveau dans le principe de transition par une série de cases qui s'agrandissent progressivement, mais qui est cette fois-ci intégrée de manière plus discrète et plus organique, pour garder une continuité tout en cassant la routine. Ce moment est mis en avant car c'est un souvenir particulièrement important, de la première fois qu'ils ont fait l'amour, qui marquait leur relation dans un aboutissement d'une totale et sincère confiance mutuelle, de littérale mise à nu pour ces 2 personnes méfiantes et réservées, et où Casca, par son affection, a pu aider Guts à surmonter un des pires traumatismes de son enfance, lui aussi lié à une terrible trahison d'un de ses proches duquel il dépendait et qui avait amené à son agression sexuelle. On a donc ici un gros moment de guérison psychique qui va, en retour, pouvoir presque compléter à nouveau le corps de Casca, un souvenir qui lui rappelle que l'on peut aller mieux, même après une épreuve aussi dure. Ensuite, on tourne la page, les personnages récupèrent le fragment de ce souvenir où on va revoir à nouveau le décor de la plaine, dans une case où Shirk parle dans une mise en scène de voix off, dans lequel est écrit un texte qui indique une sorte de routine qui continue. Ici, on nous maintient dans une mise en scène s'étalant sur les 2 pages, pour continuer une certaine intensité visuelle et ainsi mieux opérer la suite avec l'importante double page suivante, où la mise en scène et le propos de fragments de la vie et de la personnalité de Casca que l'on reconstitue va atteindre son point culminant. Ici, on est dans une scène qui englobe et synthétise l'idée d'accumulation de beaucoup de périples et de récupération de souvenirs. Un temps que l'on devine long, mais qui reste très abstrait. Abstrait au point de ne pas nous montrer un souvenir précis dans chacun des fragments, dont certains sont laissés en blanc. Les fragments opaques peuvent aussi montrer une progression en 2 temps dans l'ordre de lecture. On revit un souvenir, et ensuite il se concentre et se matérialise pour compléter la poupée. La cohésion entre le concept de la case de BD comme fragment d'un moment clé qui nous est montré, et celui de fragments de souvenirs importants de Casca, entre ici pleinement en corrélation. La mise en page très découpée, montrée quelques pages plus tôt, fait d'autant plus sens à présent. On voit qu'à gauche, il y a également un pic dans la mise en scène répétée des cases de transition, qui font donc aussi davantage sens grâce à cette double page. Il y a une sorte de prolongation graphique et donc sémantique entre les fragments comme les cases qui rapetissent, suggère à la fois le temps qui s'écoule et l'action de cumulation de fragments, une symbolique qui s'est matérialisée.
On a également cette cohérence maintenue d'une idée de scène qui s'alterne et se mélange. On récupère des souvenirs et on voyage dans un chemin parsemé de monstres. Et la case où le groupe se repose vient appuyer cette idée de temps long. On voit que les 3 séquences diminuent toutes progressivement en taille, pour en fin de compte se rejoindre en fin de page dans leur mouvement commun d'aller vers le bas, vers un même but narratif et elliptique. Le fait que les fragments de fin soient blancs permet aussi d'opérer cette transition graphique également sur les cases de voyage et sur les cases de renforcement d'intimité avec la casca miniature, qui sont 2 séquences qui participent elles aussi activement à la guérison de la poupée. Comme je l'avais déjà dit pour la case muette de spectatrice, dans les BD, le texte accroche notre parcours de lecture, crée un point d'ancrage qui dirige et ponctue notre regard. Ici, le fait qu'il n'y ait pas de texte permet de mieux nous faire appréhender cette double page comme une composition globale, où tout se relie dans la mise en page pour créer du sens, et qui va donc bien au-delà d'un processus de lecture classique. Du coup, on plonge toujours plus loin au cœur de l'essence de Casca, pour unir des fragments de son esprit brisé grâce à l'union et l'intimité qu'ont créé les personnages entre eux à travers leur périple. Aussi bien l'union passée de la troupe du Faucon, que l'union présente des nouveaux compagnons de Guts et de Casca. Surmonter un traumatisme et l'autodestruction en réussissant à donner foi et confiance à des personnes à qui on tient et qui constituent notre être, notre identité, qui n'est donc pas seule. Autre point, le visuel en diagonale des fragments de souvenirs peut aussi rappeler l'idée de chemin tracé par les pétales qui aident les personnages à progresser, que l'on avait vu auparavant, quelques chapitres plus tôt. Par ce propos de mise en scène, on retrouve également ce principe déjà vu lors de 2 invocations magiques de Shirk. Structurer sa pensée, se donner un sens et un but grâce à des souvenirs de moments réconfortants et constitutifs de qui on est, qui sont rattachés à une personne à qui l'on tient, et qui nous tracent littéralement un chemin, une sorte de route lumineuse pavée dans un espace mental qui était sombre et désordonné. C'est également une narration qui avait été faite lors de la première utilisation de Guts de l'armure de Berserk, où Shirk va plonger dans la haine astrale de Guts pour y retrouver des morceaux de souvenirs constitutifs de l'identité de Guts et qu'elle compare à des lanternes, mais qui vont être supplantés par le traumatisme du sabbat et sa mise en page déstructurante et désorientante. Encore plus profondément, elle va ensuite retrouver le peu de conscience qui reste de Guts et qui se laisse submerger par les ténèbres. C'est en lui rappelant qui il est que Shirk va réussir à le sauver, en lui montrant, comme l'étaient les lanternes des bons souvenirs, une raison de remonter à la surface, et de ne plus se laisser aveugler par sa haine envers Griffiths, qui est engloutissante, monopolisante. De ne plus se laisser définir juste par le passé, car dans le présent, il y a des compagnons en danger qui comptent sur lui. Ton nom est Guts, le guerrier à la marque. Guts, celui qui défend Casca, la jeune fille à la marque. Ce passage est l'un des nombreux moments donnant une réponse à la solitude autodestructrice de Guts et à son esprit torturé en quête de vengeance qui en vient également à faire du mal à ceux qui l'entourent. Il va tirer l'espoir d'une meilleure vie grâce à ses compagnons qui vont à présent pouvoir soutenir Casca là où il ne pouvait l'aider, car lui-même encore trop abîmé, trop rongé par leur traumatisme commun. On voit donc la cohérence narrative dans ce manga, des parallèles symboliques qui sont faits entre les personnages de leur avancée de guérison, corrélés avec la représentation du monde magique, où on apprend à gérer ses émotions dans un espace fait d'abysses dans lequel couler et de surface à laquelle remonter. Cette gestion essentielle de ses émotions pour maîtriser la magie a d'ailleurs une contrepartie, car elle avait rendu le caractère de Shirk un peu trop rigide, trop inscrite dans une idée de discipline, de recherche d'une maîtrise de soi parfaite et contrôlée, qui n'était probablement qu'une illusion. À l'intérieur des personnages se passe une recherche d'équilibre constant, subtil, nuancé, entre laisser-aller et stoïcisme, dont il faut accepter qu'il ne sera jamais complètement stable et dont l'harmonie ne dépend pas que de soi, mais aussi de sa relation aux autres. Bref, on arrive ensuite sur une double page qui note la fin de cette séquence narrative elliptique de récupération de souvenirs. La poupée est à présent presque complétée, et on arrive à la fin du tome 39, qui se finit par la cascade miniature qui retrouve la parole, et les personnages marchent tous ensemble vers le dernier fragment, qui se situe en haut de la montagne noire, pic du traumatisme de Casca. On arrive au tome 40 et on intensifie la narration de type Au cœur des ténèbres, roman qui a inspiré Apocalypse Now, où plus on s'enfonce dans la jungle en remontant le fleuve, plus on s'enfonce dans la folie. Ici, le changement de chapitre et de tome a permis d'opérer une ellipse de lieux et de séquences. Les personnages sont à présent tout près de la montagne, où se dresse une forêt putride hérissée de pics, dans laquelle on est directement plongé dès le début dans une entrée progressive par le haut, mais qui ne nous permet pas d'appréhender cet environnement avec du recul, la vue précédente que l'on avait dessus dans le tome 39 étant très floue. On continue donc ce processus d'avancer au goût étrange et onirique qui nous empêche d'avoir une approche rationnelle de ce lieu. Le terrain est de plus en plus hostile et l'ambiance angoissante va s'amplifier, ce qui, comme on le verra dans le prochain chapitre, va également se faire ressentir via l'évolution de l'utilisation du fond noir. Les personnages vont être doublement cernés par l'obscurité, plongés tout entiers dans un environnement qui veut leur peau.
Pour le premier chapitre du tome, les personnages affrontent des groupes d'ennemis et je ne vais donc pas m'attarder sur la mise en scène de ces combats. Plus les héros s'approcheront du but, plus l'angoisse va donc monter en même temps que la puissance des monstres. Comme la raison de Casca a été brisée par le viol qu'elle a subi, le danger va être représenté sous la forme d'horribles monstres phalliques. Que cela soit par le design de l'alien de H.R. Giger ou encore par exemple par les vampires, l'incarnation et la représentation de l'agression sexuelle par des monstres est quelque chose que l'on connaît et qui fonctionne bien dans son aspect très horrifique. Dû à leur apparence, la moindre agression des monstres de cette partie de l'inconscient ressemble d'emblée à une agression sexuelle, ce qui est très malaisant. Et puis, à la fin de ce chapitre, le pèlerinage arrive vers sa fin. On est au pied de la montagne sur laquelle se dresse le dernier fragment. Cette montagne est composée de ronces noires qui fait que le sol lui-même devient hostile. Ce visuel de ronces et d'une sorte de tour dressée en son centre peut rappeler l'imaginaire de la princesse endormie suite à une malédiction et que seul un baiser d'amour véritable pourrait réveiller. Bien sûr, Casca est une guerrière, mais cependant, en plus de ce visuel, il y a le fait que lors de son réveil, le roi Danan la revête d'une robe et dit qu'elle ressemble à une princesse, le tout situé en plus dans un environnement de conte de fées. Ce décor de cauchemar peut également rappeler celui du Sabbat, avec son sol organique et le bras gigantesque des God Hand qui s'élevait et dominait tout le monde, le poing fermé, dans lequel il opérait la gestation de Griffiths qui allait alors renaître. Autre interprétation, on peut aussi y voir un phare qui éclaire les ténèbres et donc une sortie et un espoir possible au bout de toute cette angoisse. Autre point intéressant de cette composition, c'est le placement du soleil noir, qui est placé à la lisière du bord de la page. Dans la composition d'un dessin, on évite souvent de coller un élément qui longe le bord du cadre, à moins de vouloir utiliser ce bord comme un élément actif, par exemple en lui donnant une fonction de sol ou de plafond. Pour éviter l'interaction qui rappelle l'existence du bord, on fait plutôt déborder le dessin vers le hors-champ, ou encore on le décale davantage vers l'intérieur de la case pour laisser un espace. Autre solution dans la BD, on peut bien sûr faire carrément dépasser le dessin du cadre pour leur conférer alors à tous les deux un nouveau type d'interaction. Il y a bien sûr des dessinateurs qui font fi de ce genre de règles, mais ici, l'aspect surnaturel du soleil est encore renforcé par son positionnement étrange dans le dessin. Quand on imprime un livre, il y a toujours une marge d'erreur dans le cadrage de l'impression, et on ne peut pas contrôler parfaitement, au millimètre près, le placement d'un élément sur la bordure de la page. C'est pour cela que le texte placé dans une bulle de bord de page peut être très décalé, pour ainsi rester dans la bonne marge d'erreur. Mais comme vous pouvez le voir sur le scan de mon tome papier, le soleil est assez bien positionné de la sorte, même si ce n'est pas parfait. Bref, on tourne ensuite la page pour arriver sur la fin de ce premier chapitre, et on voit le fragment final en gros plan, qui résonne comme un cœur cerné de ronces, et qui donne donc un premier indice de l'objet qui va conclure la quête du couloir des rêves. Dans le chapitre suivant, le fond noir va être à présent plus actif que jamais. Pour commencer, on retrouve la fameuse page noire d'introduction de chapitre, qui va être ici utilisée de manière assez similaire que lors de l'arrivée dans le cauchemar de Casca, avec le fond noir qui se prolonge, et sur la page de gauche, d'autres éléments noirs opaques, dont le soleil, qui vont lui faire écho, un mélange qui est à présent encore davantage amplifié. Au début de la quête dans le cauchemar, on montrait un dézoom sur le soleil pour montrer un panorama progressif d'introduction, et cette fois-ci, on a un zoom sur le soleil car on s'approche du but. On peut donc y voir un moyen de ponctuer deux moments importants dans l'avancée de la quête, qui arrive ici à sa dernière étape. Le fait d'utiliser un élément noir pour le faire fondre dans le fond a déjà été utilisé, et notamment dans la narration du tome 39, pour renforcer l'effet de fondu des cases de transition. À partir d'ici, ce principe va être davantage appuyé, car les monstres vont s'incarner à travers le fond noir. Ils vont donner corps aux ténèbres environnantes qui nous suivent depuis notre arrivée dans la conscience de Casca. À présent, le fond noir ne va donc plus juste marquer une ambiance angoissante et onirique, il va prendre une dimension supplémentaire en incarnant concrètement les monstres intérieurs de Casca. Une grosse évolution narrative et graphique qui marque bien la différence entre le tome 39 et le tome 40. Je pense que cette narration graphique a notamment été possible grâce à l'utilisation de la tablette graphique. Miura expliquait dans cette interview qu'il est passé par différentes expérimentations pour dessiner ses pages avec son équipe, notamment dans une idée d'essayer de gagner du temps. Et la dernière étape de cette réflexion et de ce parcours était le dessin sur ordinateur. Mais le piège du dessin numérique est que l'on peut zoomer à l'infini, et sur l'île de Skellig, on a pu voir des pages hallucinantes de détails, presque absurdes, qui participaient à donner une aura surréaliste à ce lieu de conte. Une autre possibilité de la tablette graphique, et ici c'est moi qui spécule un peu plus, c'est la flexibilité du dessin sur le fond noir. Ce type de rendu de page peut faire penser à de la carte à gratter, qui consiste à une page à deux couches, dont on va gratter la surface noire pour y faire apparaître le blanc en dessous. Sinon, pour avoir ce genre de résultat, un autre moyen avec le dessin traditionnel, c'est d'utiliser du crayon ou encore de la peinture blanche sur un fond noir. Mais ces différentes techniques sont de très loin bien plus laborieuses à réaliser par rapport au dessin numérique, qui va donc pouvoir pousser plus facilement un artiste vers ce genre de rendu de dessin. Cela permet également d'avoir bien plus facilement sur un même dessin à la fois un effet de carte à gratter et de dessin plus classique sur un fond blanc, et donc de deux techniques plus chiantes à devoir réunir en temps normal. Bref, je pense que ça a permis à Miura de penser à ce type de rendu de page et à sa réalisation, où le trait blanc émerge sur le fond de la page noire, plutôt que d'un dessin où on aurait rempli de noir une page originellement blanche. C'est un rendu très différent. Par exemple, on a
déjà pu voir des pages où les zones de noir ne sont pas opaques, mais plutôt réalisées sur un fond blanc recouvert par de petits hachurés, qui vont donner une texture au dessin, un velouté, comme dirait Franquin lorsqu'il a réalisé les idées noires. Franquin, aussi un dessinateur qui semble avoir eu un certain comportement obsessionnel dans sa pratique du dessin et du détail, mais dont la santé mentale a peut-être davantage été épargnée car il n'a pas eu le temps de savourer les zooms infinis du dessin numérique. Tant pis pour nous. Toutes ces pages sont vraiment très puissantes et résonnent de manière atypique due à leur réalisation numérique. Un renouvellement bienvenu pour ce moment de l'histoire très particulier par rapport à d'autres séquences de la série qui étaient elles aussi baignées dans un fond noir. Pour revenir au début du chapitre, dès qu'on tourne la page, on a l'arrivée de la menace ultime, incarnée par un faucon de ténèbres gigantesque. Il sonne comme une sorte de catastrophe naturelle dans ce lieu où monstres et environnement ne font qu'un. On voit aussi qu'on a de nouveau une grande image dont le relais a été fait par la continuité des cases verticales déjà établies sur la page d'avant, ce qui semble donc être une des mises en page signature de Miura. Le monstre les attaque et, sur une fin de double page, il finit par étendre les ténèbres de la page avec son corps, car les miasmes qu'il répand donnent naissance à des nouveaux monstres qui sont ici les apôtres du sabbat. Comme toujours, mise en scène et propos narratifs qui avancent main dans la main. Dans ces pages, il va y avoir une vraie lutte symbolique et graphique entre ténèbres et lumière, qui est néanmoins toujours gardée en partie dans l'ambiguïté, car dans le même temps, Guts incarne ces ténèbres nécessaires pour la survie et qui nous veulent du bien. Dans Berserk, rien n'est jamais simple, on reste presque constamment dans le gris. Je ne l'avais pas encore mentionné, mais dans le couloir des rêves, comme Shirk et Farnèse sont constamment dans leur corps de lumière, pleinement plongés dans le monde astral, elles peuvent se servir de leur magie avec puissance et facilité. Par le biais de différents objets qu'elles ont emportés depuis leur séquence de rêves personnels, elles vont se créer des alliés qui vont les aider à combattre les monstres. On s'en souvient, Farnèse était en train de nettoyer l'armure de Berserk dans son rêve, de même que l'épée Dragon Slayer qui pendait mollement comme dans une peinture de Dali. Du coup, dans une sorte de récompense de sa fidélité, tout l'arsenal va sortir du sac de Farnèse pour se revêtir sur le chien Guts. Alors qu'il commence à être trop abîmé pour se battre, l'armure le transforme en loup, décuple sa puissance et lui permet d'ignorer la douleur, pour se battre contre les apôtres et puis contre le faucon de ténèbres. Le regard des deux ennemis va alors devenir très similaire, car Guts ne connaît pas d'autre moyen d'affronter un tel danger que d'en devenir un lui-même. Dans la composition, il se fond dans les ténèbres de la page et sa queue devient son épée. Son corps est un outil de destruction, dans une abnégation qui nie tout ressenti et toute humanité, mais la survie avant tout. Il va ensuite sortir son canon de sa gueule et tirer dans le visage du faucon. Sous sa carapace, plus en profondeur, sous la couche de cette armure de ténèbres, se cache un œil humain. Dans Berserk, il y a l'idée de vendre son humanité en échange de pouvoir et de devenir ainsi un monstre. Mais tous les actes affreux commis dans la série restent bien ceux d'humains, quelle que soit leur échelle ou l'apparence de ceux qui les perpétuent. Ensuite, sur cette double page, le combat entre les deux ennemis passe en arrière-plan, et on revient sur le groupe qui fait péniblement avancer le cercueil de les ronces. Sur la page de droite, le long format horizontal des cases va accompagner l'idée d'avancée, de progression des personnages. Mais après l'apparition des miasmes, sur la dernière case, les personnages vont tout à coup avancer dans le sens opposé de la lecture, ce qui diminue déjà l'impression d'avancer. Et ensuite, sur la gauche, les cases verticales s'opposent au format horizontal. Elles ont une forme tout en hauteur qui va encore davantage renforcer l'idée que le groupe se fait ralentir, submergé par les ténèbres, représenté par une menace qui les pourchasse concrètement derrière, mais aussi par le fond noir qu'ils amènent avec eux et qui domine de plus en plus les personnages sur le haut. Et puis, on tourne la page, et avant même de commencer notre lecture, on a un visuel qui contraste fortement, qui est bien moins chargé et très lumineux. Les pétales réapparaissent comme un signe d'espoir et de vie au milieu de ces ronces ténébreuses, et Danan déclenche le pouvoir du dernier souvenir en possession de Shirk, c'est-à-dire celui de son précieux chapeau, qui ne la quitte jamais, et qui va ici permettre à sa maîtresse Flora d'être invoquée. De la double page qui suit, l'ambiance lumineuse s'intensifie encore davantage, et notamment par l'extension de la grande image, ainsi que par les cases moins nombreuses qu'auparavant. On comprend alors que, comme cette dernière l'avait annoncé lors de sa mort, elle continue effectivement de vivre dans le monde astral, et en plus elle remplit ici sa promesse d'aider Shirk dans ses rêves, comme une prophétie qui se réalise, comme si elle voyait à travers les fils de la causalité. Flora était morte dans les flammes déclenchées par l'attaque des apôtres de Griffiths, mais elle avait le cœur en paix. Elle a quitté le monde en appelant Shirk son rayon de soleil, dans une image d'un souvenir très doux, mis en scène dans une de ces fameuses lanternes qui éclairent l'âme. Elle s'incarne à présent comme une entité de feu, peut-être au même titre qu'Ondine, qui est l'entité de l'eau que Shirk avait déjà plusieurs fois invoquée. Flora a peut-être connu une sorte d'ascension, ce qui donnerait la possibilité qu'un humain puisse dépasser sa condition de base, sans pour autant avoir recours au sabbat. Quoi qu'il en soit, il y a un retour de bâton, et cette fois-ci, ce sont les apôtres qui vont périr dans les flammes. Le groupe va donc enfin accéder au sommet de la montagne, où se trouve l'enfant démon, ce qui va donner à ce lieu final une dimension supplémentaire, celle d'un utérus, un ventre arrondi par la grossesse et qui a été frappé d'une malédiction. Cet enfant maudit, que Casca a accouché directement après le sabbat, est l'enfant qu'elle avait conçu avec Guts, bien qu'aucun des deux n'était au courant qu'elle était enceinte. Cet enfant, né d'une fausse couche, a été marqué par la haine de Griffiths, et il est donc le symbole fort d'un potentiel bonheur qui a été irrémédiablement abîmé. Le fruit d'un triangle amoureux malsain, et qui protégera sa mère jusqu'au moment où il permettra malgré lui de faire naître Griffiths dans le monde physique. Une histoire tragique de cycles étranges aux liens complexes.
On arrive à présent au dernier chapitre du couloir des rêves. Shirk dit à Farnese de se préparer mentalement car elles vont entrer dans le pire moment de la vie de Casca, et donc se plonger en totale immersion dans un moment qui peut rendre fou. On commence donc l'entrée dans ce fragment par une pleine double page, une spread page qui est la première de toute cette longue séquence du couloir des rêves. On a bien attendu avant de l'utiliser pour particulièrement bien valoriser ce moment précis. La transition progressive avec le décor précédent est faite par l'utilisation des ronces sur les côtés de la page, qui s'arrêtent sur la gauche et donc à la fin symbolique de la logique de l'ordre de lecture. Et ce même si cette double page est davantage une fresque et ne se lit donc pas comme une page BD classique. Ces ronces sont également disposées en arrondi comme le reste de la composition, pour marquer l'idée de folie d'un courant violent, désorientant, si intense qu'il nous fait tourner la tête. On est très loin de l'assoupissement progressif du début de la quête, lui aussi représenté par des ronds et des spirales. Ensuite, on tourne la page et l'idée de tourbillon continue d'être maintenue. On commence ici par une pleine page et donc par une gestion et répartition de l'espace qui permet d'amener progressivement la transition avec la double page précédente tout en maintenant l'intensité. Dans ce tourbillon, on voit différents souvenirs liés au sabbat, et on est donc à présent dans ce qui a fini par supplanter toute la vie de Casca, de toute la construction progressive que l'on a vue jusqu'à présent. En dehors des deux points d'ancrage lumineux des personnages et de leur bulle, la composition va plutôt avoir tendance à disperser notre regard et donc renforcer l'impression de désorientation, de chaos total du sabbat, impossible à appréhender sereinement, dans lequel on est entraîné sans contrôle. C'est intéressant que la série d'images de la tornade soit proche d'une disposition de cases, comme d'un ordre quotidien qui a été chamboulé. Les souvenirs étaient montrés avec une vue à la première personne, et tout ce chaos tourbillonnant est donc la vue et le ressenti qu'en a Casca. Pour renforcer cette idée, on voit dans cette case de gros plan sur ses yeux, les ténèbres qui rentrent en elle et impriment la folie dans son regard. Le motif de la spirale est parfois utilisé pour représenter un personnage confus, notamment dans les cartoons, que cela soit par le biais des yeux ou bien de la pensée. C'est un motif qui porte une symbolique forte, comme on l'a notamment vu dans la vidéo précédente, et qui peut donc être utilisé pour un récit où l'horreur mène à la folie, comme dans ce classique de Junji Ito. Par ce biais, on retrouve aussi cette thématique importante d'une boucle dans laquelle on est bloqué, dont on ne peut sortir pour avancer, où on ne peut que tourner en rond. L'iris devient un constant soleil noir de l'éclipse qui a imprimé de manière indélébile dans son regard un monde effrayant. Le fait de vouloir représenter un lieu ou un visuel qui rendrait littéralement fou les personnages est toujours compliqué. C'est un peu comme vouloir mouiller le spectateur avec un dessin d'eau. C'est pour cela qu'un roman de Lovecraft est très fort pour ce genre de scène, où le pouvoir du texte nous maintient dans un flou imaginatif, un non-dit évasif. C'est écrit avec style et emphase que le personnage est confronté à une horreur indescriptible qui l'a rendu fou, on l'accepte et on comble les trous par nos sensations, et en restant soi-même très évasif dans notre tête. Une incarnation très concrète de cette idée est dans son roman de la couleur tombée du ciel, où une couleur inconnue arrive sur Terre depuis un météorite et qui en gros rend les gens fous. On ne peut imaginer une couleur qui n'existe pas dans notre monde, donc on ne peut pas imaginer son effet, ce qui nous laisse dans une incertitude à la fois confortable et inconfortable pour une pleine acceptation du récit d'horreur qui en résulte. De la même idée, dans Berserk, on représente le monde magique comme une sorte de courant, tandis que dans la série de romans L'Assassin Royal, on parle du monde magique comme une sorte de courant, mais c'est parce qu'il est indescriptible et qu'il faut alors utiliser des métaphores approximatives et poétiques pour tenter de faire comprendre un tout petit peu ce qu'est cette dimension au lecteur et aux personnages du récit qui ne sont pas des magiciens. Le roman comme lieu de fascination et de sublimation pour tout ce qui n'est pas représentable. Dans ces moments, le dessin est à la fois une force et une faiblesse de la BD. Vu que dans le monde magique, à peu près tout est dessiné explicitement, par exemple ici, comme les personnages sont une projection de leur pensée, se faire entraîner son corps dans le courant des souvenirs du sabbat, c'est en fait se faire emporter son esprit. Tandis que dans l'Assassin Royal, comme on a une narration strictement faite à la première personne, et que l'on est donc en permanence de la tête du personnage principal, à certains moments, ce perso est dans un fil de pensée, et tout à coup, il se rend compte soudainement qu'il est en train de se faire emporter dans le courant de magie qui amplifiait ses émotions et altérait sa manière de réfléchir, comme pourrait le faire une drogue montant progressivement en nous et dont on aurait oublié qu'on l'avait ingéré. Nous-mêmes, le lecteur, restons dans l'espace mental abstrait du personnage, et on ne peut pas dire à quel moment il a commencé à se faire aspirer l'esprit par le courant magique. Il y a donc une corrélation entière dans la narration entre la manière dont est raconté le récit et la manière dont fonctionne la magie, et qui utilise pour cela la souplesse abstraite de l'écriture qui valorise très bien les mécanismes de pensée et notre monde intérieur, le fait de littéralement se perdre dans ses pensées et dans une humeur. Bref, pour revenir à Berserk, ensuite on tourne la page et on a de nouveau une grande image en pleine double page, et donc un chapitre particulièrement appuyé dans son climax de mise en scène. Dans la case précédente, Casca commençait à perdre sa vision du monde physique, et ici on se retrouve à présent dans son monde intérieur, où elle se brise en 1000 morceaux, et où elle va rester enfermée pendant très longtemps. Cette image de son être intérieur qui se brise et qui coule dans les abysses a déjà été vue, et notamment au moment où Griffiths a accepté son pacte avec les God End, dans cette double page où il était en incubation de la main géante. C'était une continuité logique pour ce personnage qui était depuis longtemps dans un schéma de déni de son propre corps et de ses besoins affectifs pour arriver à ses fins. Attention, je parle ici uniquement du cas de Griffiths, ce n'est pas du tout une généralisation sur la prostitution. Dans Berserk, quand on nie son propre corps, on en vient aussi à nier celui des autres. C'était le cas pour Griffiths, et quand Guts nie violemment ses propres besoins, lui aussi finit
finit par mettre en danger ses proches. Rien ne circule entièrement juste en soi-même, on a plutôt une définition de soi qui se fait avant tout par notre relation aux autres, qu'elle soit égoïste et destructrice, ou bien altruiste et bienfaisante. Par contre, là où Guts, grâce à Casca, a pu en partie être sorti de ce cycle maudit avant qu'il ne le reproduise, Griffith, lui, n'a jamais connu de relation de tendresse amoureuse. Dans le sexe, il ne connaît que les rapports de domination. Il exprime son semblant d'affection par sa vision abusive et dévoyée de la relation, et quand Guts lui échappe, il voit que ses sentiments ne sont pas réciproques. Griffith se voit alors condamné, sans sortie possible de la boucle de souffrance, pris dans un déterminisme écrasant. Ce choc l'avait mené à un acte à la fois de destruction pour la princesse utilisée comme un objet, mais aussi d'autodestruction, car ce moment avait conduit à son arrestation. On l'a longuement torturé au fond d'un cachot, en le défigurant, lui retirant l'usage de ses membres et de sa parole, dans un déni complet de son humanité, de sa liberté et de son pouvoir d'expression. Enfermé dans le noir, réduit à une poupée de chair et à l'ombre de lui-même, lui interdisant tout futur. Mis ainsi au pied du mur et ne percevant pas une potentielle longue voie de guérison, pour lui, c'était soit la mort, soit reproduire le schéma qu'il avait subi en devenant le bourreau pour reprendre ainsi le contrôle. Les apôtres sont des êtres qui ont choisi de se briser de manière définitive, et pour ce faire, c'est les autres qu'il faut détruire, car seul notre lien aux autres nous permettrait de remonter, et il faut donc le réduire à néant. Là où ici, Casca a toujours Guts, et donc un lien possible de réconciliation avec son humanité, qu'on lui avait brutalement renié et volé. On revient donc dans le dernier fragment, où, au pied des personnages, se trouve le cœur de la poupée Casca, dernier élément pour la compléter à nouveau. Comme l'était l'enfant démon, le cœur est pris dans les ronces, qui est le signe d'une malédiction. Ce cœur si petit est relié à l'immensité de toute cette horreur. À chacune des extrémités du vortex de cauchemar se trouvent respectivement le soleil noir et le cœur. Vu que c'est une BD et que les images sont fixes, on peut voir dans ce tourbillon à la fois qu'il est aspiré dans le cœur, ou bien qu'il en émerge, et donc de pouvoir rejoindre en même temps deux réalités paradoxales, qui sont toutes deux aussi valables. Le cœur est pris dans un sol qui va en spirale, comme s'il était siphonné. Tous ces éléments, accompagnés de la forme en infini de la tornade, renforcent l'impression d'un mouvement continu, qui ne s'arrêtera jamais. L'idée que l'inconscient de Casca lui-même tenterait d'empêcher la quête de guérison d'être accomplie est ici formulée clairement par Shirk et Farnèse, et que même si elles sont ses alliées, on revient donc à l'idée d'un consentement bafoué, d'aller à l'encontre de la volonté de la principale intéressée. Remettre ce cœur de ronce en place tel quel signifie donc qu'à son réveil, Casca ne sera pas miraculeusement guéri et en paix. Le processus de guérison devra continuer, et donc également la douleur qui l'accompagne. Je vous passe le fait que le faucon et Guts débarquent pour continuer la bagarre, ce qui permet d'encore renforcer l'attention et l'urgence du moment pour plutôt continuer sur la problématique de guérison. On en vient donc à communiquer avec la Casca miniature, ce qui lui reste de conscience pour la rassurer. Farnèse lui promet de continuer de l'aider, de la soutenir aussi dans le monde physique, car elle-même revient de très loin depuis son monde de ténèbres personnelles, et grâce à ses compagnons et à sa propre volonté, elle sait d'expérience que l'on peut aller mieux. À présent, elle va rendre l'appareil en aidant Casca à avancer à nouveau. Elle remet donc le cœur de Casca à sa place, et le faucon disparaît soudainement, ce qui est encore renforcé par l'utilisation de la case jumelle, où Shirk et Farnèse ont été copiés-collés. On reste donc toujours dans un écoulement et une représentation très onirique des événements. Le second groupe de cases de la page, qui est quant à lui non linéaire, est également dans cette même narration visuelle de cases en partie copiées-collées. Dû au fait qu'il s'écoule plusieurs cases entre la première et la dernière, qu'il y a du texte dans ces cases de Casca et que la réparation est montrée comme étant encore en cours, l'aspect de soudaineté est moins grand ici, et notre esprit y appose davantage une idée d'action qui s'écoule progressivement. Vu que dans la BD, toute la narration se fait par des blocs d'images soudaines et entières, c'est intéressant de voir quels éléments participent à y apposer une logique temporelle plutôt qu'une autre. Du coup, on tourne la page et on a une image pleine page, où Casca est réparée, reprend sa forme réelle et son cœur bat dans sa poitrine. Ensuite, l'idée de consentement est montrée par la Casca miniature qui décide de rentrer d'elle-même dans la poupée, par une entrée située sous la marque maudite qui correspond à l'emplacement du cœur. Une victoire en demi-teinte, mais une victoire quand même. On peut se demander pourquoi avoir fait parler la Casca miniature en fin de tome 39 pour la rendre ensuite de nouveau muette, alors qu'elle aurait pu exprimer à voix haute son consentement suite au discours de Farnèse. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un revirement de choix de la part de l'auteur qui préférait une narration symbolique purement graphique pour ce moment important du personnage, et plutôt laisser la vraie reprise de parole à la Casca du monde physique pour renforcer ainsi son impact. Ensuite, on arrive sur cette grande image où Guts, qui a retrouvé sa forme de chien, hurle vers le ciel blanc rempli de pétales et donc vers le monde physique, comme un souffle de vie vers le corps de Casca, une résurrection. Les pétales prennent ici la même forme en infini qu'avait le torrent de mort relié au cœur, dans cette symbolique de ténèbres remplacée par la lumière d'une éclipse qui a enfin fini de boucher le soleil. Ce tome 40 était très épique. On a constamment été maintenu en tension dans une longue séquence continue sans presque aucune ellipse, et donc dans un rythme assez différent de celui du tome 39. Cette fois-ci, les fameuses cases de transition ont eu un rôle bien différent, car elles n'ont été utilisées que 2 fois, à 2 moments narratifs clés, au tout début du tome, et puis pour conclure le couloir des rêves. Et puis, pour finir ce chapitre, on a une grande image où Casca se réveille enfin, la bouche entrouverte, comme si elle expirait le souffle que Guts lui a insufflé, comme une princesse de conte réveillée par un baiser. Cette image est en plus placée sur la droite, ce qui peut nous pousser à y voir une évolution et un zoom en 2 temps, avec la grande image qui montrait sa poupée reconstituée.
Entre ce chapitre et le début du suivant, la gestion de l'espace des pages nous ramène progressivement vers le fond blanc. Un changement radical après toute cette immersion qui aura duré 7 chapitres. On va beaucoup nous montrer le visage expressif de Casca en très grand pour bien valoriser et fêter la renaissance du personnage. Depuis le tome 13, le dessin de Miura a beaucoup changé et Casca peut sonner très différemment aux yeux du lecteur. Au début de ce nouveau chapitre, elle y explique notamment que pendant toute sa période où elle était Hélène, elle avait une vue obscurcie, celle d'une spectatrice qui observe le monde de loin. C'est une représentation qui s'allie très bien avec l'espace du monde intérieur que l'on a vu, qui se situait dans une couche, tout en profondeur. Et perso, j'aime bien voir dans cette ouverture le soleil noir du monde onirique, comme si, à travers cette métaphore de l'œil, elle observait depuis tout en bas de son cercueil le monde qui passait derrière le soleil de l'éclipse, qui troue le ciel et qui retrouve alors aussi son idée de portail entre deux mondes. En tout cas, Casca n'a pas encore complètement retrouvé la mémoire et elle est donc encore dans une amnésie partielle. Elle part ensuite à la rencontre de Guts qui a été mis au courant de sa guérison. On va alors retrouver la mise en scène des souvenirs placés dans des lanternes, des bulles de lumière, ce qui d'une certaine manière avait déjà été fait au tout début du chapitre, par l'utilisation des spores de champignons qui pouvaient donc aussi rappeler l'idée des souvenirs réapparus de Casca. Par exemple, au moment où on lui demande si elle se souvient de Guts, on voit son visage ému qui montre que oui, et qui est alors entouré des spores faisant penser aux bulles de souvenirs. Une manière d'encore renforcer la fonction et la nature de ce lit de champignons magiques. Ici, dans les bulles, on revoit les cases montrées pendant le couloir des rêves et les deux réalités se mélangent. Casca a retrouvé son identité grâce à tous ses souvenirs, qui lui permettent de reprendre possession de son corps et d'avancer à nouveau. Le psychique et le physique ne font qu'un, ils sont à nouveau unis et en équilibre. Et on voit sur cette seconde double page que les souvenirs plus récents, ceux liés au nouveau groupe, sont tout aussi importants et constitutifs de qui elle est. Mais Guts arrive et en plus il est subtilement habillé avec tout son attirail de guerrier. Et à sa vue, Casca va avoir un PTSD de l'éclipse et du corps meurtri de Griffiths qui reprennent à nouveau tout l'espace de la réalité. L'œil de Casca qui fait la transition entre les deux pages est de nouveau repris de la folie du sabbat qui semble émaner en permanence de Guts. Il y a donc encore un long chemin à parcourir pour les deux personnages. Voilà qui conclut la vidéo, quelques notes de fin du coup. Avant tout, cette chaîne demande beaucoup de temps et de travail et a donc un grand besoin de soutien. En ce moment, le meilleur moyen de soutenir mon travail est d'acheter ma BD sur ma campagne Ulule. N'hésitez pas à y jeter un œil, vous pouvez y lire les 40 premières pages. C'était une vidéo où il a fallu aborder des thèmes compliqués, et j'espère ne pas avoir été trop maladroit. Notamment le thème de l'agression sexuelle qui, dans cette série, est représenté de manière vraiment très crue et très fréquente. Au point où on peut se demander s'il n'y a pas une dimension voyeuriste dans tout ça. Sur ce sujet, je vous conseille d'ailleurs fortement cette série de vidéos de Bichette Praxis qui est vraiment très bien pour remettre en question la manière dont cette thématique est abordée dans les fictions. Sinon, une des forces de tout ce passage des rêves est qu'il a été permis par le fait que Berserk durait depuis très longtemps et qu'ici, la force du récit et des personnages a notamment été ce long vécu et notre attachement à celui-ci, mais sans pour autant tomber dans de la nostalgie bête et méchante. Et ça, c'est très fort. Voilà, cette vidéo a été assez dure à faire, j'ai dû pas mal réécrire mon texte au fur et à mesure, à chaque fois pour essayer de mieux structurer et présenter mes idées, et aussi pour les aborder avec le bon dosage. J'ai bien conscience que certains passages sont plus laborieux que d'autres et peuvent être un peu étouffants en information. En tout cas, j'espère avoir réussi à être le plus clair possible. N'hésitez pas si vous avez des retours à faire, qu'ils soient positifs ou non. Merci et à bientôt.